Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo FAQ. Comme vous le savez, j'ai beaucoup communiqué par mail là-dessus, mais en ce moment, j'ai peu de temps pour faire des vidéos, ou même moi-même pour mon activité artistique, pour réaliser des tableaux, parce que je travaille sur un gros projet pour vous. Je vous en reparle en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que sur YouTube, vous êtes, je pense, pas encore au courant. Je vais vous expliquer ça un peu plus dans le détail. Vidéo FAQ, du coup, je vous ai posé hier matin des questions sur tous mes réseaux. Ça va voir si vous aviez des questions pour qu'on fasse une petite FAQ, parce que ça fait longtemps. Avant, j'en faisais souvent. Et c'est pas que j'ai été déçu, mais il y a eu très peu de retours, très peu de questions. Par exemple, sur YouTube, il n'y en a pas une seule. Personne n'a répondu à la diffusion. Sur Facebook, ça a été très compliqué aussi. Il y en a eu heureusement quelques-unes sur Instagram. Quelques questions sur Instagram. Ouf. Donc j'ai sélectionné les questions pour lesquelles je n'ai pas répondu 1000 fois déjà. Et voilà, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Je vais vous répondre. Avec les frais postaux élevés pour l'étranger, arrives-tu à rentrer dans tes frais lors d'un envoi d'un tableau? Alors, on va en parler dans cette vidéo, mais tout a augmenté. Bien entendu, vu le contexte, tout a augmenté. Les frais postaux aussi. C'était déjà assez élevé. Je ne vais pas me plaindre parce que par rapport à certains livreurs, c'est quand même bas. Moi, je passe par Colissimo. Donc quand c'est Colissimo France, c'est entre 5 et 15 euros. Et effectivement, à l'étranger, bon, ça peut être entre 15 et 60, je crois. Ça dépend vraiment de pas mal de choses. Mais la plupart des gens font payer les frais postaux. Moi, j'ai décidé de l'offrir sur mon site internet. Pour moi, c'est aussi un argument commercial et c'est une façon de faire un geste. Donc effectivement, bon, aujourd'hui, ça dépend des prix de mes tableaux. La plupart du temps, non, je ne suis pas perdant. Je suis pas perdant, c'est juste que c'est un frein à amputer sur le prix de mes tableaux, mais j'en ai conscience. Donc quand je livre en France un grand tableau, si ça me coûte 15 euros, et que ce tableau, je l'ai vendu 600 ou 800 euros, bah non, ça ne va pas m'impacter, bien sûr que non. Si des fois, je vends un petit tableau à 100 euros au Canada, ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps, ça peut me coûter jusqu'à la moitié du prix du tableau. Là, ça pique un peu. C'est un risque à prendre, mais ça ne m'impacte pas plus que ça. Voilà. Je préfère continuer à laisser cet avantage à tous ceux qui me font confiance et font l'acquisition d'un de mes tableaux. Et voilà, je ne changerai pas de stratégie à ce niveau-là. Mais effectivement, c'est une bonne question, c'est pas toujours évident. Ensuite, où trouves-tu ton inspiration dans la nature, les livres? Ça, j'en ai souvent parlé, mais je vais vous en reparler aussi. Mais souvent, moi, ce qui m'inspire, c'est les erreurs. Les erreurs que je vais faire dans un tableau. Une erreur, quelque chose qui tombe, j'en ai souvent parlé, hein. Quelque chose qui va tomber dans ma toile, quelque chose que j'aurais pas dû faire, et je vais regarder, je vais analyser, je vais faire, tiens, c'est pas mal. C'est ce que j'appelle une bonne erreur, quoi. Ça, c'est ce qui me fait le plus avancer, je pense. Après, bien sûr, inconsciemment, on s'inspire toujours des autres, de tout ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, des discussions, de la nature, des accidents de la nature, enfin, la fin d'un dessert, la fin d'une tasse à café, ça, c'est des choses qui m'inspirent souvent. Et le comment, on s'en fout, enfin, à quel moment ça arrive, c'est pas important, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant, donc je vous recommande de tout noter. Parce que généralement, les idées, on ne peut jamais les déclencher. En tout cas, pas correctement, pas dans mon cas. Donc c'est sous la douche, quand je finis un dessert, c'est voilà, ces moments-là où j'ai des idées qui vont arriver. Là, il faut vite que je note. Donc moi, j'ai une application qui s'appelle Google Keep, K-E-E-P. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre application, hein, du moment, ou même un bout de papier. Mais le but, c'est de pouvoir consigner toutes mes idées, les stocker, après pouvoir les récupérer sur mon ordinateur ou autre, et les réexploiter, et essayer de me rappeler. Parce que l'erreur la plus commune, c'est de se dire, je ne vais pas oublier ce que j'ai dit, ce que je viens d'avoir comme idée. Là, ce flash que je viens d'avoir, c'est jamais je vais oublier. Cette idée, elle est trop géniale. Et ça, c'est la plus grosse bêtise qu'on puisse faire. C'est que bien sûr que si, vous allez oublier. Déjà, quelques heures après, vous n'y pensez plus. Le lendemain matin, vous allez vous dire, oh, j'avais une idée, mais c'était quoi déjà? Et voilà, et après, c'est fini. Donc, il faut consigner, stocker, noter, prendre des photos. La tasse à café, moi, des fois, avec mon application Google Keep, je prends la photo et je mets un petit commentaire avec et je le consigne comme une note, voilà, comme un post-it. Google Keep, pour ça, est génial et bien entendu, c'est gratuit. Ensuite, même si vous êtes en couleur, comment donner du corps à un tableau en noir et blanc? Merci. Alors, intéressant comme question.
Je suis couleur, oui et non. La couleur, c'est bien sûr ce que je préfère, mais en noir et blanc, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, et le noir et blanc est très bien pour l'expérimenter, c'est la valeur, la lumière. Comment est traduite la lumière et la gestion des valeurs en peinture. Primordial, indispensable. La gestion des valeurs, je l'aborde surtout dans 50 nuances d'abstrait, qui est d'ailleurs, c'est un gros carton, je vous remercie beaucoup. J'ai énormément de retours, ils m'ont fait beaucoup confiance, et c'est la formation qui a eu le plus de succès, de loin. Je vous remets le lien ici si ça vous intéresse, il y a une grosse partie sur la gestion des valeurs. Et dans cette formation, à la fois en vidéo et en écrit, on aborde l'angle des valeurs par le noir et blanc. Voilà, c'est-à-dire qu'on va traduire, on va partir par exemple du noir très sombre, et petit à petit avec des niveaux de gris, on va remonter pour aller jusqu'au blanc. On regarde comment gérer les échelles de valeurs et après comment appliquer la partie colorimétrique à tout ça. C'est la couleur, elle arrive dans un second temps, dans ce cas-là, si on veut vraiment réfléchir en valeur. Donc quand on travaille en noir et blanc, bien sûr, on travaille que sur la valeur. C'est un excellent exercice, et on le fait d'ailleurs, à un moment on fait un petit paysage, tout en noir et blanc, on parle que de valeur. Avec en premier plan des choses très sombres, et derrière de plus en plus de lumière. Vous verrez, dans cette formation, ça se fait très facilement. Et après, quand on a conscience de ça, on l'applique pour la couleur, bien sûr. Qu'on fasse de l'abstrait et du figuratif, c'est exactement la même chose pour ça. La gestion des valeurs, si vous êtes là à acheter des couleurs, enfin ça dépend de votre technique et de ce que vous voulez faire, mais si vous êtes là à jeter des couleurs et que vous n'avez pas réfléchi à cette notion de valeur, si vous ne l'avez pas appliqué à vos couleurs, bah, ça manque de profondeur, ça manque d'impact, d'intensité, ça manque de lumière, tout simplement. Et donc effectivement, même si je travaille avec de la couleur, eh ben, mes bleus, je vais les foncer. Par exemple, je vais foncer mes bleus si je veux plusieurs bleus et que j'apporte de la lumière dessus. Si à côté j'ai un rouge, c'est pareil. Je vais apporter de la terre d'ombre brûlée, ou alors je vais prendre ça complémentaire pour la foncer, enfin, tout ce que je vous apprends à faire dans cette formation. Et mais la valeur, il faut apprendre à la gérer, que ce soit en noir et blanc ou en couleur. Donc en noir et blanc, pour revenir sur la question, comment je donnerai du corps, eh ben, je prioriserai, vraiment, je mettrai en priorité la gestion de la valeur. Des noirs très foncés, des blancs très blancs, et au milieu une multitude de niveaux de gris pour donner cette impression, pour bien traduire la lumière, et impacter et donner de la profondeur. Voilà, je miserai là-dessus. Mais c'est vrai que ça enlève du coup, et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser quand on utilise les valeurs, se focaliser sur la monochromie et sur la grisaille. Un schéma monochrome mais en noir et blanc, pour la valeur, c'est juste parfait. Voilà, je vous recommande vraiment. Prenez du noir, du blanc, vous faites vos petits mélanges de gris, et comme ça vous mettez un peu la couleur de côté pour vous focaliser sur la lumière. Ouais, je me répète beaucoup, hein, pardon. Ensuite, bonjour Anthony, j'ai des traces de peinture derrière mes toiles. Comment les faire partir? Alors, cette question, elle m'a toujours fasciné parce qu'on me l'a souvent posée. Alors, pourquoi vous focalisez-vous sur ces traces qu'il y a derrière les tableaux? Ça donne du corps. Enfin, les gens ne vont pas accrocher leur tableau à l'envers. S'il y a quelques traces, c'est pas grave. Alors que ce soit des traces sur les bords que vous avez fait parce que ça a coulé ou autre, bon, ou que ce soit de la peinture qui des fois traverse la toile, c'est pas très gênant. Si c'est de la peinture qui traverse la toile, plusieurs raisons. Donc, soit votre support est mal apprêté, soit c'est une toile de mauvaise qualité, donc avec une toile très fine avec un apprêt très fin, ce qui fait qu'en utilisant des techniques très diluées, un peu aquarellées, même avec de l'acrylique, bah, ça va avoir tendance à passer à travers et on voit des grosses taches qui apparaissent. Et là, c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de place. Donc bah, déjà, à se poser la question, est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que j'ai le bon support? Est-ce que je l'ai apprêté correctement? Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut vraiment remettre en place sur votre process. Parce qu'une toile, ça va boire. Si elle n'est pas apprêtée, elle va boire votre peinture. Après, vous pouvez mettre un coup de peinture blanc ou de gesso derrière, de façon modérée, pour enlever la tache. De toute façon, vous pouvez le masquer, vous pouvez repeindre par-dessus, mais derrière votre toile. Par contre, ça va boire énormément parce que le dos de votre toile n'est jamais apprêté. Vous allez avoir une toile brute, que ce soit du lin ou du coton, mais vous pouvez mettre un peu de blanc, voilà, il n'y a pas de souci, de façon modérée, je le dis bien. Mais ne cherchez pas à cacher ces petites erreurs qui sont, même pas des erreurs, qui sont en fait, moi je trouve ça super, c'est comme quand on laisse une fibre ou un poil de pinceau dans une peinture, bah ça appartient à l'œuvre créative, quoi. C'est au process de l'œuvre créative, et c'est super intéressant, ça lui donne du corps, du cachet, enfin ça lui donne du caractère, voilà. N'ayez pas peur. À moins que ce soit vraiment horrible, mais s'il y a quelques traces, l'acquéreur, il ne va pas se plaindre. Il va juste regarder derrière s'il y a surtout votre signature, contre-signature, la date, le nom du tableau, des choses qui vont lui être utiles dans le temps. Mais sinon, pour le reste, voilà, il n'y a pas de souci.
Des fois, il faut pas... On a trop tendance à considérer des problèmes qui sont des faux problèmes, qui ne sont même pas des problèmes, on les considère comme des problèmes, on se focalise dessus, alors qu'on devrait plutôt s'intéresser à d'autres choses ou être focus sur ce que l'on fait. Et c'est dommage que ces choses-là prennent de la place, ça ne devrait pas. Ensuite, pourquoi ne fais-tu pas plus d'expositions? Ça aussi, on me le demande souvent. Ça fait 10 ans que je suis professionnel, maintenant, ça y est, 2013, et je peins depuis 2010. J'ai fait pas mal d'expos au début. Les expos en soi, moi dans mon cas, ma stratégie c'est Internet. Je prends beaucoup de temps pour être visible sur Internet. C'est ma passion, c'est mon ancien métier, c'est ma façon de communiquer. C'est pas une fin en soi, mais ça empiète beaucoup sur justement le côté physique, où là je suis plus introverti, où quand il faut aller faire une expo, prendre le risque d'abîmer ses toiles, les trimballer, préparer tous les chevalets, les peindre, préparer, vous le savez, une exposition... préparer à boire, à manger, un buffet, inviter les gens, enfin, inviter les gens, aller chercher les gens, c'est très compliqué pour une expo, et payer un lieu, etc. Tout ça, ça prend du temps, de l'argent, c'est très compliqué. Donc je le fais qu'occasionnellement, normalement je fais une grosse expo par an. Ça me va très bien, parce que beaucoup de gens pensent que la vie d'artiste, c'est tout de suite l'expo, que l'artiste va vendre en expo ou autre. Non, moi je ne vends pas en expo, déjà. On en reparlera après d'ailleurs, mais... donc j'en fais de temps en temps pour le côté social, pour montrer que je suis là, et puis pour surtout montrer un peu ce que je fais aux gens, et les rencontrer, échanger. Même si la plupart du temps, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui peignent aussi, donc ils me parlent de leur peinture. On n'a pas le temps de parler des miennes, mais c'est pas un souci, c'est avec plaisir. Mais voilà, je ne sais pas quelque chose sur lequel, si je devais appuyer et faire que ça, je donnerais toute mon énergie à faire quelque chose qui pourrait menacer mon activité, c'est-à-dire ça ne me ferait pas avancer. Il y a aussi la casquette d'entrepreneur, je vous l'ai toujours dit, et ça il faut arrêter de se voiler la face. Si on veut être professionnel, qu'on veut vivre de sa peinture, de son activité artistique, il y a un moment, on a la casquette de l'artiste comme on a la casquette de l'entrepreneur. La casquette de l'entrepreneur, des fois, fait clairement comprendre qu'à la fin du mois, il faut manger. Et quand c'est comme ça, il faut mettre des choses en place et pas prioriser ce qui fait manger, mais il faut quand même en avoir conscience, quoi. Voilà. Donc, l'expo, c'est bien. Au début, on veut faire que ça, c'est ce que j'ai fait, et à un moment, on prend un peu de recul dessus. Après, ça dépend des artistes et leur stratégie. Moi, j'adore communiquer sur Internet parce que je touche beaucoup plus de gens et que j'adore faire des vidéos, etc. Et que, voilà, c'est ma façon de faire. Après, il n'y a pas une vraie stratégie. Il n'y a pas une vraie stratégie qui est plus bonne qu'une autre. Ça dépend de vos objectifs, dans quoi vous êtes épanoui et comment vous aimez communiquer, quoi. Voilà. Ensuite, Christelle, quel vernis utilisez-vous pour vos acryliques, s'il vous plaît? Alors ça, je vous l'ai mis, je pense que vous êtes 99% de ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo le savent déjà. Mettez-moi un petit pouce bleu pour me soutenir, s'il vous plaît, parce que là, je vais... Non, plus sérieusement, en fait, je pense pas qu'il y ait une semaine, même parfois un jour, sans qu'on me pose cette question. On me la pose bien 2-3 fois par semaine. Alors que j'en parle dans tous mes cours, j'en ai parlé dans... peut-être une vingtaine de vidéos sur YouTube, et j'en reparle sur mes réseaux. J'explique toujours que j'utilise le vernis Liquitex, étiquette orange. Vous aussi, vous devez connaître par cœur maintenant. Voilà, étiquette orange, parce que déjà dilué. Vernis brillant, parce que j'aime bien la brillance. D'ailleurs, on va en parler après, mais il y a un seuil de brillance, un niveau de brillance qui est bien. J'aime pas une peinture trop mate, qui pour moi valorise pas vraiment l'œuvre. J'aime pas quand c'est trop brillant aussi. Voilà. Ce vernis-là, pour moi, c'est le super compromis. Mais après, on parlera des coûts, effectivement, et vous allez voir que ça devient compliqué d'utiliser, par exemple, ce genre de produit. Il devient de moins en moins accessible, mais je vais vous en parler après. Voilà. Ta table de travail, mon plan de travail a du caractère, tel que je les aime. De quel type de bois est-elle faite, s'il vous plaît? Alors, je vous mets une vidéo ici, je vous mets le lien, où je vous présentais à l'époque où je l'ai monté, donc il est encore tout propre. Hein. Et comme j'explique, un plan de travail, il faut qu'il vive. Il y a un moment, il prend de la peinture, il vit avec l'artiste et avec les œuvres, il avance. Donc, moi, je laisse la peinture évoluer sur mon plan de travail. Quand c'est modéré, quand il y a une très grosse couche, j'enlève, je gratte un peu. Et là, j'aime bien quand c'est comme ça, que je peux encore travailler correctement, je le laisse vivre. Et effectivement, il y a plein de peintures, mais sinon, c'est du bois classique aggloméré que j'ai acheté en planche. J'ai fait mon plan de travail qui fait 4 mètres sur... je crois que c'est 4 mètres sur 1,90 m. Non, je vous dis une bêtise. 4 mètres sur 1 mètre et quelques, et en hauteur 90 cm, pratiquement 1 mètre. J'ai acheté des pierres égables pour pouvoir être vraiment à bonne hauteur, et j'ai tout fait sur mesure, en fait. J'ai tout vissé, mais c'est 4 bouts de bois. Hein.
ces 4 bouts de blanche classiques. Et après, j'ai juste dû acheter des pieds qui se vissent. Je crois que je les avais fait venir d'Allemagne. Parce que bizarrement, j'avais pas trouvé de pieds à la hauteur qui puissent me permettre d'avoir 90 ou voire 1 mètre de hauteur. Et c'est des pieds vissables que j'ai vissés. J'ai essayé de faire ça bien, mais simplement. Je commençais à avoir un peu de recul parce que je m'étais monté quand même quelques plans de travail depuis 2010. Je sais pas dans des chambres, j'avais pas dans mon salon. Donc petit à petit, on utilise des planches, des bureaux, puis petit à petit, on fait de plus en plus grand parce qu'on a besoin de s'organiser. Aujourd'hui, il me faudrait encore plus grand parfois, parce qu'on manque de place entre un tableau qui est en train de sécher, une vidéo que je suis en train de faire sur un bout du plan de travail, et un autre bout qu'il me faudrait pour préparer une expédition ou pendant un tableau. Voilà, des fois, je manque un peu de place, mais c'est quand même très très bien. Je vais pas me plaindre. Bois classique, je vous mets le lien ici, allez voir, allez faire un tour, je vous présente tout dans le détail. Ensuite, quel est le meilleur statut à avoir pour un artiste peintre débutant? Ça me le demande beaucoup aussi, et je refuse maintenant d'y répondre parce que... Enfin, je refuse d'aller dans le détail parce que je suis plus compétent, je ne suis pas fiscaliste, et que les statuts, c'est compliqué. Mais quand même, ce que je sais, c'est que c'est le statut d'artiste-auteur qu'il faut avoir. Il ne faut surtout pas monter une autre entreprise. Il y en a plein qui viennent me voir en disant « Ça y est, j'ai mon auto-entreprise, je peux être artiste peintre. » Non, 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 arrêtez. Il n'y a pas... Même si vous allez me dire « Oui, il y a un code APE qui... » Non, mais non. Ne vous trompez pas. On ne peut pas être artiste, peintre, plasticien, etc. en montant une auto-entreprise. Vous allez être coincé après. Vous allez être coincé. Parce que l'URSSAF va venir vous chercher en disant mais non, il faut cotiser en tant qu'artiste-auteur à l'URSSAF du Limousin, etc. Machin. Avant, il y avait... c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui, ça a été simplifié. Donc, c'est l'URSSAF qui a tout absorbé. L'URSSAF du Limousin, mais bon, ça reste l'URSSAF. Et en fait, vous devez demander un statut d'artiste-auteur. Renseignez-vous sur le statut d'artiste-auteur, c'est tout. Après, il y a des variantes dans ce statut-là, en fonction de comment vous voulez déclarer vos ventes, si vous faites peu ou beaucoup de chiffre d'affaires. Il y a différentes possibilités, mais le statut en lui-même, c'est statut d'artiste-peintre, que ce soit simplifié ou autre, vous verrez, il y a plusieurs, voilà. Mais n'allez pas voir ailleurs d'autres statuts. Après, et moi j'ai rencontré ce cas de figure, là où ça devient compliqué, c'est quand vous commencez à faire de la formation. Parce que vous ne pouvez pas vendre de formation ou faire de la formation avec un statut d'artiste peintre classique. Donc il faut encore une autre casquette, mais bon, là c'est un autre débat. C'est encore quelque chose d'autre. Voilà. Mais surtout si vous êtes débutant, ouais, artiste-auteur. Artiste-auteur, modèle simplifié en étant débutant. Par contre, je le redis, ne vous déclarez pas si vous n'avez rien vendu ou si vous n'avez aucune vente en vue. Enfin, c'est là que c'est un peu paradoxal, il faut être déclaré pour vendre, mais généralement, avant de se déclarer, on sait qu'on a quelques ventes de prévues, quelques ventes dans le tuyau de prévues, et pas que des amis ou de la famille. Parce que là, il faut être sûr qu'on a quand même un potentiel. Certains se disent, bon, je me déclare, ça y est, moi, ça me motive, j'y vais. Et bon, ben, après, il faut bien se motiver et être sûr de pouvoir vendre. Si on n'est pas sûr de pouvoir vendre, le problème, c'est que le calcul des charges, en fonction des statuts, vous pouvez payer des acomptes ou payer un... je ne vais pas dans le détail, je ne suis pas professionnel, mais vous pouvez arriver à payer beaucoup de cotisations alors que vous n'avez pas forcément vendu. Alors après, ça sera aligné au réel, etc. Mais la première année, vous pouvez avoir une mauvaise surprise, c'est arrivé. Donc, faites attention, renseignez-vous bien, et soyez sûr. Surtout, il faut s'enseigner. Voilà, il faut s'enseigner. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Hein. Il n'y a personne qui est venu me prendre par la main pour me dire ce qu'il fallait faire. J'ai dû moi-même fouiller, et ça a été compliqué. C'était encore beaucoup plus compliqué à l'époque. Là, ça a été simplifié, comme je vous dis. Le statut social et fiscal ont été absorbés les uns avec les autres, alors qu'à l'époque, il fallait aller à la MDA, Maison des artistes, pour tout ce qui était social, et fiscal, il fallait un statut à l'URSSAF, etc. Voilà. Aujourd'hui, c'est simplifié, mais attention, renseignez-vous, renseignez-vous. Lisez des articles à outrance, appelez l'URSSAF, allez-y, avancez, soyez proactifs. De toute façon, quand on se lance dans ce genre d'aventure, on devient entrepreneur, et c'est que généralement, on est motivé, quoi. Donc on est prêt à faire tout ça. T'est-il arrivé de rien vendre lors d'une exposition? À quelle occasion vends-tu le plus? Je vends généralement rien en exposition, hein, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure. Les expos, pour moi, c'est pas là où je vends. Les gens viennent parler, ou me parlent d'eux, ou me disent « Oh, c'est joli » ou pas. Et puis voilà, ils viennent boire un coup. Mais il ne faut pas croire que ça y est, on expose le tableau, les gens vont avoir un coup de cœur et partir avec un tableau. Si ça arrive pour vous, tant mieux, tant mieux. Ça peut susciter la curiosité. Moi, par exemple, ceux qui sont venus à l'expo que j'avais fait à Platinium, qui était une assez grosse expo, hein, finalement, il y avait pas mal de monde. On a croisé un peu les audiences, sachant qu'il y avait des gens qui venaient pour autre chose. Et du coup, c'était pas plus mal.
J'ai fait un vide atelier juste après, vide atelier, donc j'ai bien vendu sur Internet, mais je soupçonne quand même quelques ventes, si je retrace un peu ces ventes-là de vide atelier, de gens qui m'ont acheté en ligne, étaient des gens qui étaient venus à l'expo. Donc ça a aidé, effectivement. Mais sinon, sur mes autres expos, non, j'ai jamais vendu en expo. Non. Ou alors quand mes prix étaient assez bas. C'est compliqué, c'est vraiment un métier à part, c'est vraiment... voilà. Et à quelle occasion vends-tu le plus? Oui, quand je fais des vides ateliers de fin d'année, généralement, parce que la période est propice, c'est parce que beaucoup de gens me suivent maintenant et attendent cette période-là pour dire, bon ben, on va voir s'il y a un nouveau tableau, ou on va voir si on peut avoir une petite remise sur un tableau. Donc là, effectivement, certains sont contre ça. Beaucoup d'artistes disent, mon Dieu, c'est un drame de mettre une remise sur quelque chose de créatif. Bah, pourquoi pas, en fait? Qu'est-ce qui, moi, aujourd'hui, m'empêche de me dire, ben, j'ai envie de vider un peu mon stock de tableaux, humainement, quoi, si j'ai envie d'avancer aussi, c'est comme ça. Donc je fais une petite remise. Quand je dis une remise, je ne fais pas quelque chose, je ne vais pas mettre 70% sur mes tableaux, mais je peux faire une petite remise sur une partie de mes tableaux, ou sur tous mes tableaux, pendant une courte période. Comme ça, tout le monde est content. Et je ne trouve pas que je fasse offense à mon activité artistique en faisant ça. Voilà. Il suffit que ce soit logique, que vous soyez raccord avec vos convictions, avec vos... de toute façon, vous faites les choses avec bienveillance, voilà. J'y vois pas de mal. Alors ensuite, comment empêcher de voir les poussières dans le vernissage d'une surface blanche unie? Oui, je comprends le problème. Il arrive sur un tableau bien clair, en mettant une couche de vernis, on se dit, oh, c'est quoi? Il y a des traces noires, il y a des trucs, et effectivement, on peut avoir un peu de poussière. Ou parfois des bouts de pinceau mousse. Ce que je vous dis, vernir au pinceau mousse, c'est certains, des fois, ils vont gratter des toiles avec un peu de texture, un peu violemment, puis un peu trop, et vous avez des morts. Ou alors le pinceau est trop vieux, ça arrive, hein, des fois il faut les cycler, hein, même si moi je les garde très longtemps, il y a un moment, il faut les recouper un peu ou les retailler. Et ces pinceaux mousse peuvent arriver à perdre des petits morceaux. Ou alors il peut y avoir la poussière sur là. Si c'est des morceaux du pinceau, effectivement, faites ce que je viens de vous dire. Si c'est de la poussière, bah là, il faut remettre en question votre espace de travail. Quand on vernit un tableau, il faut que la pièce soit nickel. Il faut qu'il n'y ait pas de choses autour, il faut que le plan de travail soit nettoyé, dépoussiéré, parce qu'effectivement, vous mettez une couche de vernis, et si il y a du mouvement et qu'il y a de la poussière qui bouge un peu pendant le séchage, ça va venir se poser dans le vernis. Et alors là, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. Donc il faut, pour corriger le tir, plutôt remettre en question sa méthode de travail. Je ne juge pas, mais peut-être pas l'hygiène, mais la propreté de l'atelier, parce que des fois, il y a de la poussière, il y en a toujours un peu, hein, ça dépend comment on travaille. Et surtout, laisser le tableau dans un coin, éviter de passer autour et de faire du mouvement, de faire voler les choses, parce que ça aide pas. Donc on laisse dans un coin le temps qu'il faut, et on attend que ça sèche. Et il faut qu'il n'y ait pas d'activité, pas de vie dans cette pièce-là. Voilà. Voilà mes petits conseils à ce niveau-là. Bonjour, alors là maintenant on passe sur les messages du groupe privé Facebook, c'est tous ceux qui ont fait l'acquisition d'une de mes formations, quoi, accès à ce groupe, comme vous le savez. Bonjour, avez-vous constaté la hausse des prix des fournitures, toiles, pinceaux, peintures, etc. Oui. Alors moi il y a une partie de mon matériel que je ne paye plus pour être transparent avec vous, je vous avais déjà expliqué, parce que je suis partenaire avec des marques et que j'ai eu l'occasion de choisir des marques avec qui, pour qui j'adore le matériel, et d'ailleurs il y aura des nouveautés là-dessus, je vous en parlerai bientôt. Mais malgré ça, je continue à acheter une partie de matériel, dont le vernis. On a parlé, ça sera raccord, le vernis Liquitex brillant. Je vais regarder pour pas vous dire de bêtises. Les prix explosent. Donc voilà, on a jusqu'à 45 voire 48 € le litre. On est pratiquement à 50 € le litre de vernis liquide. Moi, je l'ai connu à l'époque où il était, sauf erreur, le litre à moins de 30 €. Il n'y a pas si longtemps. C'est monté après à 32, 35, 36, 40, 45. C'est hallucinant. Donc effectivement, il y a le contexte qui fait que tout augmente. Donc on le sent. Moi, j'achète une partie de ce matériel-là, mais là, je corrige déjà le tir, parce qu'en plus, ce vernis brillant, on ne le trouve pratiquement plus. Donc, il faut l'acheter en pot. Là, moi, je vais l'acheter en pot. Sur Internet, vous le trouvez un peu partout. En pot de 3 litres et demi, je crois. Et là, on est quand même sur... c'est 105 €. Je crois que j'avais trouvé le prix
plus intéressant. Bon, s'il y a à peu près 4 litres pour 100 €, voilà, c'est censé, ça va. Avec cette quantité-là, on fait quand même beaucoup de tableaux. Mais ça peut passer vite, hein, quand on a une certaine cadence, ça peut passer assez vite. Et effectivement, ben oui, cette hausse, on ne peut que la constater. C'est pour ça qu'il faut une fois de plus essayer d'avoir du bon matériel, mais de bien l'entretenir. Donc, regardez mes vidéos sur les nettoyages des pinceaux, l'entretien, comment tout de suite réserver un pinceau dans l'eau après la pratique. C'est des bonnes habitudes à mettre en place qu'on n'a pas forcément au début. Je sais qu'au début, ben, moi, mes spalters et tout ça, ben, ils finissaient plein de peinture qui séchait. Ah, tiens, j'ai oublié le spalter. On est content du tableau, on laisse le spalter sur un coin de la table et puis on revient 2 heures après. Enfin, même bien plus après, et puis aïe, voilà, on se retrouve avec une brique, et puis aucune fibre, et puis un bout de plastique qui a séché, et sauf erreur, c'est irréversible, à part utiliser des produits très forts que je ne vous recommande absolument pas. Donc il faut bien entretenir vos pinceaux, tout ça pour être certain, et acheter du bon matériel, et être certain qu'ils aient une bonne durée de vie. Mais effectivement, il va falloir comprendre que les prix augmentent, vont peut-être encore augmenter, et que c'est corrélé à tout, enfin, tout augmenter. En ce moment, malheureusement, j'en parle souvent avec des amis, et la dernière fois, je leur posais la question, je leur dis, qu'est-ce qui n'a pas augmenté, en fait? Qu'est-ce qui n'a pas augmenté, finalement? À part les salaires, bien sûr, malheureusement. Enfin, bon, je ne vais pas parler économie, c'est un contexte économique qui est très complexe, on vit quelque chose de dur, on n'est pas tous impactés de la même façon en fonction de la vie qu'on a, et des moyens qu'on puisse avoir. Et de la façon dont on consomme, mais effectivement, on doit être encore plus vigilant qu'avant, surtout aussi éco-responsable, et essayer de tout récupérer. Moi, en peinture, je récupère énormément de choses. Tous les cartons, je les garde pour mes colis, je ne jette rien. Je prends des bouts de bois de mes anciens pinceaux pour faire du pouring, du dripping, je ne les jette pas, je récupère tout ce que je peux récupérer, et j'ai banni les usages uniques, quoi. Et vraiment essayer de faire pareil, et peut-être que vous vous y retrouverez, niveau économie. Voilà. Je continue, mais oui, c'est pas forcément positif tout ça. Ensuite, j'ai passé du vernis, le pot orange. Voilà, vous voyez, tout le monde parle de ce vernis. Sur ma dernière toile. 2 couches, c'est bien brillant, mais je voulais encore plus. Donc ce matin, j'ai passé une 3e couche. Je suis assez déçu parce que je ne trouve pas que ça améliore le brillant. Et j'ai franchement eu peur que des traces blanchâtres persistent. Le vernis étant un peu laiteux à l'application, oui. Et j'ai attendu entre la 2e couche posée hier soir et la 3e couche posée ce matin, donc un jour entre les deux. Alors, 2 questions finalement. Le vernis, Liquitex brillant. Oui, il est brillant, mais après, il y a des gens exigeants qui disent « Ouais, mais j'aimerais que ce soit encore plus brillant. » Vous avez un vernis ultra brillant. Étiquette orange aussi, alors je ne sais pas s'il existe encore ce vernis. Normalement oui, je vais vous dire ça. Il existe encore. Et il est plus facilement... Ah, il est quelques euros de moins. Et là, je vois à 40 €, vernis ultra brillant. Le vernis ultra brillant, rupture de stock. Bon, il faut fouiller un peu. Il y a beaucoup de ruptures sur ces produits-là. Victime de leur succès, Liquitex. Ce vernis ultra brillant, il est très brillant, voire trop brillant. Et si vous voulez un peu plus de brillance, c'est le produit que je vous recommande. C'est pas le nombre de couches qui font que ça va être de plus en plus brillant. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un moment, il a une certaine matité, votre vernis, qu'il soit mat, satiné ou brillant. Si vous avez choisi une version brillante, il y a un taux de brillance qui est défini, on va dire, dans ce vernis-là, qu'on va surtout avoir au bout de 2 couches. Alors effectivement, la première couche, on ne voit pas trop parce que c'est plus une question de quantité de produit au début, il n'y en a pas de partout, ça sèche à certains endroits, le vernis n'a pas trop adhéré, à d'autres un peu plus. Le 2e passage croisé va permettre d'harmoniser tout ça et d'avoir un résultat homogène, c'est pour ça qu'on a quelque chose de plus brillant. Mais au-delà de la 3e couche, vous n'aurez pas plus de brillant. Au-delà de la 2e même, il n'y aura pas plus de brillant. Donc c'est normal, c'est juste que vous voulez quelque chose d'encore plus brillant, donc il faut changer de produit. Prendre éventuellement le vernis ultra brillant. Les traces blanches, attention, ça veut sûrement dire qu'il y a trop de vernis. Et j'espère que vous ne l'avez pas dilué, parce que soit vous l'avez dilué, là il y aura des traces blanches bleutées qui ne partiront jamais, soit vous l'avez utilisé comme il faut, mais il y a un peu trop de produits, et des fois quand on met une grosse quantité, qu'on ne l'étale pas,
il peut arriver, je dis bien il peut, mais c'est rare parce que Liquitex est un très bon produit, il peut arriver que ça commence à laisser des traces. Moi, ça m'est arrivé dans des angles de tableau où vraiment la quantité de vernis venait se mettre là sous la toile, là dans le pli que vous connaissez, et on pouvait voir quelque chose d'un peu blanchâtre. Voilà. Mais sinon, si ça a bien été fait, que vous n'avez pas mis une quantité énorme, il n'y aura pas de traces. Mais si vous voulez vraiment plus de brillant après 3 couches et vous n'êtes pas satisfait, allez sur quelque chose d'encore plus brillant. Et certains mélangent la brillance avec l'effet vitré qu'on peut avoir avec une résine époxy. Là, on est encore dans quelque chose qui n'a rien à voir. Je suis persuadé que certains vont en expo et voient de quoi je parle. Ces tableaux, on les voit, c'est vitré. On a l'impression qu'il y a une vitre épaisse par-dessus le tableau. Alors c'est à la fois brillant, vitré, c'est magnifique. C'est de la résine époxy. La résine, c'est très cher. C'est compliqué à mettre en place, ça peut craqueler, c'est... Vous pouvez essayer, mais attention, il faut prendre beaucoup de précautions, j'en ai souvent parlé. Pascaline, bonjour, concernant Glacis, j'ai du mal à réussir à le faire de manière diffuse, d'en faire de démarcation, sans faire de démarcation, je pense. Je pose la peinture avec un petit pinceau, puis je l'étale rapidement avec un gros pinceau, mais j'ai souvent malgré tout une ligne qui se forme. Est-ce parce que je dilue trop au passé ma peinture? Alors oui, dans mes cours, je vous parle, si vous voulez bien apprendre à ma méthode, les points de lumière, les glacis que je fais, c'est mon cours sur les glacis, c'est le numéro 9. Les glacis, pas toujours évident. Pas toujours évident au début, quand on voit quelqu'un faire, on dit ouais, c'est facile, je vais faire pareil. Mais il y a un coup à prendre, et il faut aussi, là je pense, pour cette histoire de démarcation, c'est surtout la quantité de peinture. La quantité. Donc, il faut mouiller votre peinture un tout petit peu. Ça dépend, c'est là qu'il faut être juste mieux. Je ne peux pas vous dire laquelle quantité, ça dépend de la matité de votre peinture. Vous avez des peintures qui sont très couvrantes. Et là, il faut regarder sur les tubes. Hein. Dans mon cours, je vous explique tout ça. Si sur votre tube, vous voyez que c'est très couvrant, on va devoir diluer un petit peu plus. Si c'est un magenta, par exemple, qui est assez transparent, comme ceux des systèmes 3, là on est sur une semi-couvrance, enfin on est entre les deux, on ne va pas avoir besoin de trop d'eau, de trop d'agents diluants, qui peut être de l'eau ou un médium. Et en fonction de ça, déjà, c'est là que vous savez ce qu'il faut utiliser. Mais regardez sur votre tube de peinture. Si vous ne voulez pas expérimenter comme ça, regardez sur le tube, ça va vous aider. Et en fonction de ça, petit à petit, vous allez savoir quelle est la quantité qu'il faut. Mais faites un tout petit mélange. Commencez pas à en mettre plein de pinceaux et à tartiner, parce que là, effectivement, il va y avoir des auréoles, ça va être horrible. Le glacis, surtout si vous faites les points de lumière de mon cours, on veut une sorte de halo, on veut quelque chose qui brille, un dégradé vraiment, un dégradé qui va être opaque, qui va être de plus en plus transparent. Donc quand on fait ce genre de méthode, il faut y aller très doucement, très doucement. Il faut privilégier le nombre de couches, c'est ça le secret. Petite quantité de peinture, on voit presque rien, on attend sécher, on recommence, on recommence, on recommence, et petit à petit, alors là ça vibre, là c'est génial. Effet garanti. Mais essayez pas de le faire d'un coup. Si vous essayez de faire un glacis d'un coup et que vous dites « Ah bah oui, je vois la peinture, mais alors du coup j'ai des auréoles, j'ai pas de fondu, j'ai rien », c'est que vous êtes allé trop vite. Toute petite quantité de peinture, on augmente le nombre de couches, et là, ça va être génial. Je sais, c'est pas évident, il faut de la pratique, mais entraînez-vous sur des bouts de carton, des papiers, avec des toutes petites quantités à chaque fois. Dites là, ah, pas assez d'eau, tiens, trop d'eau, etc. Mais vous pouvez très bien, moi je fais tout à l'eau. Hein. Je fais tout à l'eau. J'arrive encore moins à faire mes glacis, effectivement, en utilisant des médiums, quelle que soit la marque. Là, je vais avoir des traces, moi, ou alors ça va tout de suite coller, ça ne fonctionne pas avec ma façon dont j'ai appris. Alors avec de l'eau, il n'y a pas de souci, je vous fais des trucs sympas. Et pour finir, alors là, j'ai plein de questions en une. Voilà. Mais restez bien jusqu'à la fin, après je vais vous expliquer ce gros projet. Je vais commencer à vous l'expliquer. Très très gros projet. Peut-on récupérer les éponges en les laissant tremper directement dans de l'eau? Alors si la peinture est complètement séchée dedans, sachant que c'est un polymère, c'est le même problème que les pinceaux, ça va être compliqué. Alors des fois vous taillez votre éponge, moi je fais plein de petits bouts d'éponge. Et dans ces éponges, si ça a vraiment séché, plutôt que de tout jeter, je retaille un peu le côté qui a séché, je mets un petit coup de ciseau, et je repars avec un bout d'éponge qui est nickel, tout simplement. Cherchez pas, par contre si vous laissez tremper dans l'eau alors que ça a figé, non, c'est une résine plastique, ça ne changera rien, elle ne bougera pas. Si, bien sûr, la peinture n'est pas sèche, oui, on va vite l'essorer sous l'eau, on la laisse tremper, on essore un peu, là, elle va redevenir nickel, bien entendu. Une fois une toile vernie, est-il possible d'appliquer un accrocheur ou un primeur transparent type bricolage afin de retravailler les toiles vernies? Alors, je n'utilise pas ce genre de produit, je ne peux pas vous dire.
tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai quand même retravaillé sur des toiles vernis. Ça arrive, des fois, on veut signer, on assume une signature dans le temps, donc on se dit, bon, ben maintenant je veux signer, ah dommage, j'ai déjà verni. Ou là, je verrai bien une retouche sinon. Vous pouvez très bien, sur les vernis que moi, en tout cas, j'utilise, on peut retravailler. Ils sont faits pour, mais il faut y aller par petites touches, c'est tout. Et bien entendu, après, on revernit le tout, une fois que les modifications sont faites. On remet une couche de vernis pour tout réunifier. C'est du bon sens. Mais vous pouvez très bien retravailler sur une toile vernie. En Belgique, il est impossible d'obtenir Adobe Color. Existe-t-il un similaire gratuit? Alors, là, je pense que vous vous trompez. Adobe Color, c'est un service, c'est un site internet qu'on utilise beaucoup dans ma formation, enfin non, qu'on utilise dans 50 nuances d'abstrait. Voilà. Dans 50 nuances d'abstrait, on en parle, et c'est un outil qui est génial. Vous allez faire vos couleurs et tout, faire vos mélanges, c'est un vrai assistant. Si on couple ça avec une tablette à côté de votre peinture, vous faites des trucs géniaux. Et donc, ben, j'imagine vos frustrations, parce que du coup, vous n'avez pas pu l'utiliser, je pense, dans la formation. Adobe Color, c'est pas quelque chose qu'on télécharge, qu'on achète, c'est un site internet. Et je suis allé vérifier, il fonctionne tout à fait en Belgique. Il suffit sur votre moteur de recherche de taper Adobe Color, d'aller sur le site, et après de suivre les étapes s'il faut vous identifier. Je ne suis pas convaincu qu'on soit obligé de s'identifier, mais si c'est le cas, c'est peut-être que vous avez bloqué cette étape-là, mais il est totalement, vous pouvez l'obtenir, enfin vous pouvez aller sur le site, ça fonctionne très bien. Mais il n'y a rien à télécharger, acheter ou autre. C'est un outil gratuit en ligne qui vous permet de jouer sur les chromas, de faire des cercles chromatiques, des harmonies de couleurs, de définir, et après l'utiliser par exemple pour votre peinture. Enfin en tout cas, moi, c'est l'utilisation que je vous apprends à en faire dans ma formation. Et ensuite, concernant le dégradé dans les points de lumière à l'intérieur et autour du sujet, est-ce tout simplement dégradé ou dégradé de glacis? Alors là, on est vraiment sur les parties du cours. À l'intérieur et autour. J'en ai parlé tout à l'heure. Là, on touche deux choses. Ma technique du point lumineux, des points de lumière que j'adore. Effectivement, on est sur une technique de dégradé, mais via la technique des glacis. C'est-à-dire qu'on part d'un point blanc, très opaque, et on va tirer cette peinture d'une façon spécifique pour arriver sur l'autre point, là où on veut qu'elle devienne totalement transparente. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Couleur opaque, on tire la peinture, on la dilue de plus en plus, on la répand de plus en plus, etc. J'ai ma technique avec certains pinceaux que je vous montre, hein. Et petit à petit, ben, ça devient transparent. On part de l'opaque vers le transparent. Donc effectivement, c'est une technique entre autres des glacis parce qu'on joue sur l'effet de transparence. Donc voilà, c'est juste ça, il faut juste avoir conscience de ça. Mais ça, dans mes cours, je suis vraiment dans le détail et j'en fais plein avec vous, donc vous ne pouvez plus les rater. Mais ça demande un coup de main, alors là c'est pareil. L'erreur, c'est de vouloir tout tirer d'un coup, ou de ne pas arriver à garder un point très opaque, ou de ne pas arriver à être complètement transparent de l'autre côté. Le problème dont on a parlé tout à l'heure, ces fameuses auréoles. Ça, c'est pareil, il faut juste apprendre à faire les glacis à ma façon pour tirer votre peinture. Certains vont utiliser des techniques que moi je n'utilise pas du tout, qui sont d'utiliser des blancs spécifiques, comme le blanc de zinc, qui est un blanc à un glacis. Alors, je n'arrive pas à avoir l'intensité avec un blanc de zinc sur des zones lumineuses, je ne vois pas comment on peut gagner en opacité, à part faire des milliers de couches. Mais effectivement, normalement, les glacis, tout ce qui est brumeux ou autre, les effets de perspective atmosphérique, tout ça, on peut les faire avec des glacis à partir de peinture de zinc, parce qu'elle est très 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 transparente. Voilà, contrairement au blanc que j'utilise de titane, qui lui est extrêmement couvrant. Voilà. Bah écoutez, voilà pour les questions que j'ai eues en tout cas. Maintenant, je vais vous parler du projet qui est mon plus gros projet, et que je fais pour vous. Hein. Que je fais pour vous. Vous savez que chaque année, je propose une formation, je propose quelque chose de nouveau. Là, c'est radicalement différent. Enfin, différent. Et ce que je vais vous proposer, ce n'est pas une petite formation d'une heure ou deux, voilà. C'est carrément une très très grosse formation qui va faire plus de 20 heures. Là, en ce moment, j'en suis sur ce chiffrage-là. En termes de temps, c'est à peu près une vingtaine d'heures. Et c'est vraiment, vous allez avoir un espace de formation avec une avancée, différents types de cours, et on va être très focalisé sur la technique. Il y aura bien sûr des notions de couleur, etc. Mais on va être très focalisé sur différentes techniques pour la peinture abstraite. Des techniques dont aussi je n'ai jamais parlé. Donc on va essayer de voir à peu près tout ce qui est possible de faire. Donc c'est là qu'on va s'éclater, parce que au-delà des glacis, des petites techniques comme ça, on va être sur des techniques de collage, de frottage, de grattage,
de dripping à la Pollock, par exemple. Et donc, je vous présente pas mal de produits, parce que à chaque fois qu'on va faire du dripping, on n'arrive pas à faire des filaments. À chaque fois qu'on va faire du pouring, les couleurs se mélangent mal. Il y a toujours des trucs qui font que ça devient fatigant. Et là, moi, je vous propose à chaque fois des produits, des petites recettes simples qui font que vous ne pourrez pas rater le truc. Par exemple, le dripping, il y a un produit exceptionnel qu'on mélange avec sa peinture. Alors là, vous mettez votre acrylique et après, filament garanti, quoi. Ben, c'est des petites choses voilà, à savoir. Et il y aura donc à chaque fois des formations, des modules qui font une demi-heure, une heure et demie. Mis à bout, ça va faire une grosse formation qui va faire plus de 20 heures. Et cette formation sera prête entre mars et juin. Ça me demande un travail titanesque et c'est pour ça que ça prend toute la priorité sur ce que je fais aujourd'hui. Parce que je suis super ambitieux, super excité de faire ce projet, c'est génial. Franchement, j'espère que ça va vous plaire. Moi, je m'éclate à le faire, vraiment, mais c'est quand même... C'est beaucoup de travail de mettre ça en place, de filmer, de monter, de mettre toute la plateforme en place. Voilà, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous proposer ça. Cette année, je voulais faire ça. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez du projet. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Dites-moi. Vous avez été très enthousiaste pour ceux qui ont reçu des mails à ce sujet-là, qui me suivent par mail. Vous avez déjà eu quelques infos. Voilà. Bon, écoutez, je pense que cette vidéo a été bien longue. J'espère que vous, tout va bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, parce que des vidéos, il va en avoir. En tout cas, excusez-moi justement d'avoir pas fait plus de vidéos ces derniers temps. Là, je vais essayer de trouver un équilibre pour arriver à peindre, à vous faire des vidéos et à continuer cette formation, parce que c'est pareil, j'ai un tableau depuis début janvier, il est sec et il attend ses dernières couches. J'ai des envois aussi qui sont presque en retard, et voilà, là, il va falloir que je fasse attention aussi, que je trouve un équilibre. Mais bon, voilà. C'était pour vous tenir au courant. La semaine prochaine, nouvelle vidéo. Si vous avez des idées, que vous voulez que j'aborde une thématique spécifiquement, n'hésitez pas, petit commentaire en dessous de la vidéo ou petit mail, vous m'envoyez. Et puis, ça sera avec grand plaisir. Si le sujet est pertinent et qui peut intéresser pas mal de monde, que ça peut rendre service à plusieurs personnes, je le ferai voilà, avec plaisir. J'ai beaucoup parlé, certains vont me dire tu parles trop. C'est une FAQ aussi. C'est un peu le but de la FAQ. Je vous remercie. J'espère que vous vous éclatez avec vos peintures, que vous continuez à être créatif, à être motivé, malgré des fois tous ces jours qui sont un peu gris. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, le contexte. Il faut continuer à se créer des bulles créatives, à rester dedans et à s'éclater, à aller chercher voilà, le plaisir par la couleur, par l'abstrait, quelle que soit votre technique, quel que soit le média que vous utilisez. Gardez cette créativité, restez l'enfant, conservez et faites voilà, exprimer l'enfant qui est au fond de vous, c'est ce que je dis toujours, c'est super important, vraiment. À très bientôt mes amis, ciao ciao.